des pratiques assurantielles. Les startups invitent le monde assurantiel classique à de nouvelles interactions. Partageons et échangeons nos points de vue avec nos invités experts. Voilà. On va commencer par juste une annonce un peu de housekeeping. Vous pouvez poser des questions. Vous avez vu qu'il y a, ou vous allez voir défiler un numéro. Vous pouvez poser des questions. À la fin, on va essayer de résumer et de poser les questions aux panélistes. Mais on va commencer avec une petite session de speed dating. Chacun des intervenants va présenter ce qu'il fait, son entreprise dans à peu près 1 minute. Je ne vais pas faire le chrono exact, mais je laisse peut-être Gwenaël commencer. Voilà. Merci Christian de me passer la parole. Bonjour à tout le monde. Donc Gwenaël, moi, je suis en charge de le développement d'activités de l'assurance au sein de Blablacar. Blablacar, c'est une jeune entreprise issue de l'économie collaborative qui est essentiellement présente en Europe de l'Est, mais aussi au Brésil, en Inde, en Turquie, au Mexique, dans plusieurs pays dans le monde, dont l'idée principale est de révolutionner la façon dont on peut aujourd'hui se déplacer, dont on peut repenser la mobilité, avec l'idée forte de passer d'une économie de la possession d'un actif à une économie de partage des actifs, en l'occurrence les voitures. C'est une entreprise qui a connu, même si elle n'est pas présente en Afrique, un développement important. Ce sont 60 millions de membres qui utilisent Blablacar sur 22 pays. Et je vous expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi l'assurance est au cœur de notre activité. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Je suis Guillaume Piard, le fondateur de Nalo, qui est un des robots advisors français, effectivement, peut-être le 3e en tout cas en B2C. Moi, j'ai commencé ma carrière en salle de marché dans une banque d'investissement après des études de physique. Donc j'ai eu un parcours un petit peu aléatoire. Je travaillais beaucoup, j'avais de l'épargne qui dormait. Je ne trouvais pas de service qui me convenait pour investir correctement mon patrimoine qui commençait à se constituer. 10 ans plus tard, je quitte l'industrie, je découvre la FinTech et ses services de conseil automatisés aux États-Unis, qui ont parfois un petit peu d'avance sur l'Europe. Et j'ai tout de suite compris ce qu'ils cherchaient à faire parce que j'étais le client prototype à la recherche de ce type de service depuis 10 ans. Et donc, j'ai eu pour projet de rentrer en France pour monter ce type d'entreprise. En quelques mots, et on y reviendra, Nalo a pour ambition d'apporter un conseil individuel de type banque privée ou vraiment de type gestion patrimoniale à l'ensemble des individus en utilisant de l'automatisation. Aujourd'hui, quand on va dans une agence bancaire ou quand on discute avec un conseiller, on va souvent avoir un parcours qui est laborieux, qui est compliqué, qui est basé sur une conversation de niveau de risque, de profil investisseur. Et en fait, le client moyen ne comprend absolument pas ce discours. Chez Nalo, on fait parler à nos clients, de leur vie, de leur projet de vie, de leur situation personnelle. Et c'est vraiment ces données-là qui vont servir à proposer un conseil absolument individuel où chaque projet financier, finalement, va être géré de façon complètement individuelle dans le temps. Et on s'écarte complètement d'une conversation de risque et de produits classiques type profilé, où on a l'habitude de mettre des clients dans des cases prudents, équilibrés ou dynamiques, qui est un petit peu un vieux modèle qui facilitait la vente, mais qui ne permettait pas d'aller au bout de l'exercice du sur-mesure. Voilà. Merci Guillaume. Philippe. Merci. Philippe Le Peuple, président fondateur d'Incube. Alors Incube, c'est une plateforme qui se positionne entre le client et son contrat d'assurance vie multisupport et qui va permettre au client de piloter son contrat à travers ses projets de vie. Donc il détermine ses projets, les études des enfants, sa retraite, un projet immobilier. Et nos algorithmes de financial planning vont déterminer la façon dont on va allouer son épargne de façon dynamique à ces différents projets. Et on calcule en permanence l'allocation d'actifs optimale, notamment quand il modifie les caractéristiques de ces projets. Alors, si on peut envoyer l'image, s'il vous plaît, à la régie. Voilà, ça c'est la façon dont le client aujourd'hui voit son contrat d'assurance vie. Et à travers Incube, il va piloter
et lui-même et voir son contrat à travers ses projets de vie qui sont en permanence monitorés grâce aux allocations d'actifs. Et d'ailleurs, pour ça, on fait souvent travailler nos camarades de RoboAdvisor. Merci Philippe. Merci. Marc. Bonjour, Marc Oudouanier. Donc, je représente ici la start-up Kix, qui est une start-up qui est surtout, qui offre des solutions aux différentes start-up partenaires en offrant des solutions technologiques. Nous sommes éditeurs de solutions qui ont une vocation de certifier tout type de documents et tout échange dans la relation. Ça veut dire quoi? Hier, nous avons parlé longuement de blockchain, de fraude, etc., etc. Avec Kix, vous avez la possibilité de certifier, de valoriser, de valider tous les échanges, tous les types de documents qu'il pourrait y avoir entre votre assuré et votre compagnie. Un exemple, nous accompagnons une start-up que vous verrez tout à l'heure qui s'appelle Monuma, sur laquelle, dans l'application Patrimonia, elle vous permet de prendre des photos de vos œuvres d'art. Avec les solutions que nous mettons en place, nous les certifions et nous garantissons aux experts de Monuma que ces documents n'ont pas été falsifiés, qui peut s'y fier. D'accord ? Donc, c'est l'esprit bien de redonner la confiance entre les échanges, entre les différents acteurs de votre métier. Merci Marc. Je vais directement commencer à poser une question concrète à Philippe. Penses-tu vraiment que les startups vont faire... est-ce que les startups vont réinventer l'assurance de demain? Comment est cette interaction? Alors, est-ce que les startups vont réinventer l'assurance de demain dans ce temple à la gloire de la disruption d'assurance? Je ne peux répondre qu'avec enthousiasme, sans doute, mais ça risque d'être assez lent et assez compliqué. Alors, je parle bien de transformer cette industrie de l'assurance, je ne parle pas d'initiatives innovantes, tout à fait remarquables et qui marchent bien, ou de patchs digitaux qu'on met sur un petit bout de la chaîne de la valeur de l'assureur, mais qui finalement ont un impact assez marginal à ce jour sur nos métiers. Si nous, FinTech, on veut avoir un impact massif sur le marché de l'assurance, on va avoir quand même besoin des assureurs. Et c'est là que ça risque de devenir un petit peu plus lent et un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, on n'en veut pas aux assureurs parce qu'on sait que les organisations complexes ont du mal à générer d'innovation. Il y a plein de raisons pour ça, on les a tous en tête, je vous en cite une. C'est que l'énergie, les ressources et le focus consacré à la gestion de la complexité, c'est autant de moyens dont on ne dispose pas pour innover. Les assureurs s'en sont rendus compte là depuis quelques années, après avoir essayé d'innover eux-mêmes, et ils vont chercher maintenant les innovations en dehors de leur propre système, en travaillant avec des fintech. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à le faire, puisque les GAFA, maintenant, quand ils innovent en dehors de leur socle historique, ils vont chercher des innovations qui n'ont pas pris naissance et été développées au départ au sein de leur propre périmètre. Et à ce stade, quand j'ai vu cette image de l'assureur incomplet au regard de l'innovation et des structures innovantes qui sont en dehors de lui, je me suis dit, il faut que je vous parle du théorème de Gödel. Alors, ce n'est pas un pari que j'ai fait avec Christian. Il y a sans doute quelques mathématiciens dans la salle. Le théorème de Gödel stipule que tout système formel est incomplet, c'est-à-dire qu'il contient des propositions indécidables, donc ni vraies ni fausses. Et quand on regarde ce système incomplet et la proposition indécidable à côté, on a envie de réintégrer cette proposition dans le système pour le rendre complet. Mais ça ne marche pas parce qu'au passage, vous avez créé un système formel plus complexe, mais qui est lui-même victime du théorème de Gödel. Et bien, c'est pareil dans l'innovation. Les compagnies d'assurance incomplètes, au regard de la capacité d'innover, vont chercher en dehors d'elles-mêmes les germes de l'innovation avec des startups. Et le risque, c'est si, dans la façon dont on s'en prend, finalement, on réintègre dans le dispositif la start-up innovante, eh bien, on a créé un nouveau dispositif complexe qui a perdu ou qui perd peu à peu sa capacité d'innover. Alors, c'est très théorique, je suis d'accord. C'est discutable, je suis d'accord. C'est une généralité, donc il y a beaucoup d'exceptions. N'empêche que quand on regarde la multitude d'idées, le foisonnement d'idées portées par les fintech et les assurtech, et quand on regarde l'impact que ça a réellement sur les marchés de l'assurance à travers les assureurs en France, eh bien, on doit se rendre à l'évidence. Au moment où l'assureur s'approprie l'idée, il la digère, il l'assimile et assez souvent, il la vide partiellement, voire totalement de son impact. Ce n'est pas une fatalité, il y a des groupes qui réussissent mieux à intégrer les idées que d'autres, je pense qu'Arkea en fait partie. N'empêche que
il y a un véritable enjeu là-dessus. Le bon système, ce n'est pas l'assimilation, c'est l'hybridation. Et l'enjeu pour nos fintechs, c'est d'arriver à gérer cette injonction paradoxale, consistant à, d'un côté, être au cœur des problématiques de nos partenaires assureurs, parce qu'il faut bien comprendre leurs enjeux et bien servir leurs clients, mais de l'autre, rester à distance, dans le bon sens du terme, de l'assureur, de façon à ne pas perdre notre capacité à apporter l'innovation. Et c'est quand même le service qu'on nous rend. Donc, à ta question, Christian, je réponds, oui, on va contribuer à réinventer l'assurance, mais c'est très excitant, mais ça risque d'être un temps qui est compris entre le temps des assureurs et le temps des startups. Donc, à voir. Merci Philippe. À Marc, je continue tout de suite de dire, tu nous as parlé de dématérialisation, c'est que comment ces nouvelles technologies vont bouleverser la vie de l'assurance classique? Hier, on a parlé de blockchain, de KYC, de smart contracts. Hier, avec donc l'exemple, Pauline de Pricewaterhouse nous a cité le cas de l'application Fitzy qui a été mise en place par AXA. Et puis après, la salle a posé la question en disant est-ce que, comment dire, le smart contract peut exister sans la blockchain, etc., etc. Alors je vais vous citer un exemple pour illustrer tout ça et vous allez réagir et me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui en France, il existe une application qui s'appelle GR30, qui est la garantie de retard de 30 minutes, qui est, comment dire, proposée pour les grands voyageurs qui utilisent, ou tous les voyageurs d'ailleurs, je pense, qui utilisent le TGV. Et si le TGV de la SNCF est en retard de plus de 30 minutes, alors la SNCF vous garantit le remboursement de 1/3 du prix de votre billet. Si vous avez, comment dire, eu la démarche d'aller sur le site de la SNCF, de vous dire oui, j'ai pris tel numéro de train, etc., etc. Donc d'un côté, vous avez un contrat avec le client en disant bah, si j'ai du retard, alors je te rembourse 1/3. Et de l'autre côté, vous avez l'application Fitzy, qui est donc proposée pour le retard de l'avion. Vous avez souscrit à un contrat et ce contrat s'exécute tout simplement, automatiquement, avec un smart contract et la blockchain, et vous recevez directement le montant de la prime d'assurance que vous avez souscrit. Alors d'un côté, vous avez le contrat qui a été mis en place par la SNCF pour la garantie de retard, vous avez une démarche à faire, et de l'autre côté, vous avez la blockchain et le smart contract. Lequel préférez-vous et lequel vous pensez que votre client préférera? Je crois qu'il n'y a pas photo. Donc la blockchain apporte recrée la confiance avec l'utilisateur et vous assure de la confiance de votre assuré. Donc ça, c'est le premier cas pour, on va dire, tout ce qui est blockchain et smart contract. Et pour tout ce qui est KYC, Bernard nous a présenté un peu la solution où tout se passe online. Il est bien clair que, plus on aura la possibilité, et c'est ce que nous offrons aujourd'hui à une solution technique, comment faire pour identifier l'utilisateur, comment faire pour authentifier l'utilisateur, comment être sûr que les documents qu'il va vous transmettre sont justes, n'ont pas été modifiés, n'ont pas été falsifiés, etc., etc. Donc là, on apporte une solution, on apporte des technos qui vous permettent d'aller plus loin et donc de répondre à la question. L'autre exemple que je pourrais donner, c'est aujourd'hui, dans le cas de tout ce qui est protection des données, vous devez, en Europe tout au moins, recueillir le consentement de l'utilisateur. Donc son consentement, est-ce qu'il a bien reçu le document? Est-ce que vous lui avez bien transmis ça? Est-ce qu'il était bien d'accord? Donc aujourd'hui, pour des grands groupes d'assurance, nous proposons des solutions dans lesquelles nous enregistrons les vidéos, les scénarios de signature, et nous les certifions. Voilà. Merci Marc. Philippe, tu nous avais parlé de un peu poliment des paquebots qui sont un peu pas le plus grand moteur de l'innovation. Je vais demander à Guillaume, alors, comment peut-on accélérer cette innovation? Comment peut-on être mieux dans le futur? Comment peut-on amener de l'innovation dans notre secteur? C'est une bonne question. Je pense que je représente peut-être un cas concret, puisqu'on a mis 18 mois à développer une offre sur mesure avec notre premier partenaire Generali Vie en France. C'est pas une question. Enfin, la réponse n'est pas simple. On a essayé beaucoup de choses avec un spectre d'émotions très large, de l'énervement, se mettre presque à genoux en se pliant, être belliqueux. En fait, on en parlait. Le temps de décision d'une start-up, c'est à peu près 24 heures. Et le temps de décision d'un grand groupe assurantiel est plutôt de 2 semaines, si ce n'est pas 1 mois. Et je suis flatté quand on me dit que Nalo est un sujet de conversation hebdomadaire au COMEX.
d'un groupe, mais c'est pas nécessairement la bonne approche. Je pense que ça passe énormément par le dialogue, bien comprendre les enjeux, être capable de tisser des liens dans l'ensemble des parties du groupe. Donc c'est un travail de mise en confiance du client. On parle beaucoup de mise en confiance avec le client final, mais entre partenaires aussi. J'ai peut-être des techniques très personnelles, mais je pense qu'il faut être un petit peu belliqueux et être prêt à pousser les murs et faire sans écouter, en quelque sorte. Aujourd'hui, on en a parlé, il y a énormément de réglementation qui se met en place. Les assureurs de la place sont très affairés à être en cohérence avec ces nouvelles réglementations. Et en fait, on en oublie le client final. Et je pense que la réglementation, c'est une très bonne chose, mais il faut malgré tout ne pas oublier qu'on est en train d'aider les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on l'a entendu tout à l'heure, les présentations. Il y a un client, in fine, il a des besoins. Il faut d'abord le servir. Si on n'est pas capable de faire ça, en réalité, la réglementation ne sert à rien. Et je pense qu'au bout de 18 mois de mise en place avec Generali, on a réussi à leur faire comprendre que ce qu'on faisait, même si ça partait au départ d'un besoin client, c'est-à-dire de parler de projet de vie, de parler de situation, d'être complètement en dehors d'une conversation de risque ou de profil, eh bien ça avait un sens. Et en réalité, ça permettait complètement d'adhérer aux réglementations de suitability, de profil adapté, de niveau de risque adapté, etc. Et que en fait, on pouvait tout à fait être en cohérence avec du réglementaire et du juridique sans débuter par la lecture des textes, mais en partant d'un besoin client réel. Mais ça demande du dialogue, de l'éducation, de la patience. Et donc, pour peut-être répondre de façon synthétique à la question comment faire pour accélérer les choses, je pense qu'il faut entrer dans une relation où la start-up reste très autonome, mais avec des ponts de dialogue très nombreux au sein du groupe, pour comprendre en fait notre méthode. C'est essentiellement ça, c'est de comprendre en quoi notre méthode permet d'aller vite tout en restant dans le cadre nécessaire. Merci Guillaume de cette approche assez fascinante, assez percutant. Gwenaël, on parle d'économie collaborative, on parle de nouvelles technologies. Peux-tu nous situer un peu dans ce contexte de ce que vous faites, l'émergence peut-être de nouveaux business models qui résultent de ce mariage de différents mondes qu'on n'a pas connus il y a 10 ans? Oui, absolument. Je pense qu'on pourrait débattre pendant des heures sur ce sujet. Ce qui est clair, c'est que en fait, l'organisation de cette mobilité que nous faisons au sein de BlaBlaCar, nous sommes une entreprise très tech qui organisons une place de marché et qui fait rencontrer un besoin et une offre. Et cela, au départ, nous nécessite une analyse des besoins que l'on a faite avec notre partenaire qui est AXA et qui nous a accompagnés sur le design de besoins d'assurance spécifiques, mais on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Mais ce qui est intéressant en termes d'émergence de nouveaux business models, c'est que nous avons, nous, en tant que place de marché, créé une confiance très forte entre l'ensemble des membres. Et nous créons un lien social qui est assez fort, qui aujourd'hui se retrouve à l'intérieur du véhicule lorsque les gens covoiturent ensemble, ils se rencontrent, ils se font confiance. Et cette confiance aujourd'hui, d'un point de vue techno, on est en train de la pousser beaucoup plus loin avec la possibilité que nous avons, nous, de collecter un certain nombre de données, de data, qui vont nous permettre de faire émerger une nouvelle façon de voir l'assurance auto. Aujourd'hui, l'assurance automobile s'appuie sur ces modèles de tarification, sur des modèles bien connus des actuaires qui analysent par segmentation et qui essayent de définir quel est le risque réel de chaque conducteur par approximation. Ce que l'on pense, c'est que demain, la techno, et notamment à travers les smartphones, nous aurons la possibilité de mesurer individuellement quel est le véritable comportement et quel est le niveau de risque réel de chacun des conducteurs. On s'est aperçu par ailleurs que le covoiturage rendait moins stupide au volant et que lorsque vous avez des passagers avec vous que vous ne connaissiez pas quelques minutes avant, vous avez un meilleur comportement sur la route, vous avez un comportement sur les facteurs accidentogènes qui va être meilleur, vous allez mettre votre ceinture, vous allez respecter les limitations de vitesse, vous allez être plus prévenant. Et cela
ce bénéfice, nous, il nous intéresse énormément. Et on essaie de travailler là-dessus pour faire en sorte que non seulement demain, on voit l'émergence de ce que l'on appelle le Pay How You Drive, c'est-à-dire une tarification en fonction de la réalité du risque, mais aussi qu'on ait un effort collaboratif pour essayer de diminuer la sinistralité sur les routes. Et ça, c'est notre véritable ennemi. Sur les pays développés, les chiffres sont encore plus impressionnants, mais ne serait-ce qu'en France, c'est 12 milliards d'indemnités de tôle froissée, d'indemnisation d'accidents. C'est insupportable. Et aujourd'hui, notre ennemi, il est là, et on essaye de travailler sur l'émergence de business models en s'appuyant sur les technos qui nous permettent de réduire, par l'éducation, par la mesure, qui nous permettent de réduire cela et d'en retourner le bénéfice à nos membres à travers des primes d'assurance qu'on espère moins chères. Merci pour vraiment cet exemple extrêmement concret. Je reste encore une seconde sur ce côté-là. Guillaume, changement d'usage apporté par les startups aux assurances. Là, on a entendu un exemple de l'économie collaborative. Tu peux nous donner d'autres ? Oui, j'adore cette question parce que le changement d'usage est un terme qui commence à être utilisé, que nous utilisons depuis un moment, mais qui n'est pas toujours très bien compris parce que le sujet est extrêmement vaste. Donc pour illustrer ce qu'on entend par là, je vais vous refaire un petit dessin de la méthode traditionnelle, en France en tout cas, du conseil en investissement de l'assurance vie. Donc en France, l'assurance vie est le véhicule de choix pour des raisons fiscales. Quand il s'agit d'investir son épargne ou son patrimoine, on peut imaginer que c'est un compte d'investissement, un compte titre dans d'autres pays. Mais voilà, on a plus de 1700 milliards d'euros aujourd'hui en contrat d'assurance vie parce que ça reste un véhicule intéressant. Mais qui, jusqu'à présent, a été vendu de façon très standardisée pour différentes raisons. Quand on va dans une agence bancaire ou quand on va voir son conseiller en gestion de patrimoine, à l'ancienne, ça se faisait avec du papier. Le conseil se faisant de façon humaine, il y a des biais cognitifs, il y a une très grande variabilité de compétences des conseillers, parfois parce que ça n'est simplement pas leur métier, ou alors parce que le niveau de formation n'est pas le même. Du coup, les régulateurs viennent dire « mais attention, il faut que le produit soit conforme aux besoins du client, donc il faut une grille de lecture », et on finit par avoir des produits très standardisés, avec des échelles de risque, ou comme je disais tout à l'heure, le profil prudent, le profil équilibré, le profil dynamique. Et on entre tout de suite dans une conversation basée sur l'appétit au risque. En réalité, un particulier ne sait absolument pas quelle est son appétence au risque, même les professionnels ne sont pas toujours très sûrs. Et donc, est-ce que vraiment ce produit est adapté au client ? Est-ce qu'il est heureux avec ce produit ? Est-ce que ça correspond à ses besoins, à ses projets de vie ? Bon, l'autre élément est que ça permet de gérer ces contrats au niveau de l'assureur de façon assez fluide, puisque les produits sont très standards. La technologie, aujourd'hui, nous permet de faire complètement autre chose, et vraiment d'aller individu par individu, situation patrimoniale, dans le détail, si on est marié, si on a des enfants, si on possède son logement, on va être capable, en tout cas chez Nalo, c'est comme ça qu'on fait, de comprendre en détail les besoins de ce client et de définir non pas une allocation d'actifs globale par rapport à cet individu, mais projet par projet. Pour les études de la jeune fille Maëlys qui a 5 ans aujourd'hui, pour le complément retraite dans 30 ans, pour préparer un achat immobilier, ou si on rêve d'acheter un yacht dans 20 ans, chacun de ces projets aura son allocation d'actifs, sa stratégie de gestion qui va suivre le client dans le temps. Et on va faire ça de façon complètement automatisée dans un contrat, chose qui n'était absolument pas possible avant. Et comme je disais, là où vient le changement d'usage, c'est d'une part qu'on est capable de faire une gestion patrimoniale fine, client par client. Donc chez nous, il y a une infinité de profils. Il n'y en a pas 10, il n'y a pas les 3 profils type prudent, équilibré, etc. Il y a une infinité de profils. Et on n'est jamais dans une conversation de risque, de produits financiers, de complexité. Même nous, on a été étonnés en réalité, quand on a lancé notre offre il y a quelques mois maintenant, de voir à quel point les clients nous font confiance. On ne parle pas de risque. On n'est jamais questionné finalement sur cette allocation. Alors évidemment, moi je dirais qu'on va au-delà du minimum réglementaire, puisque on n'est pas sur une allocation macro, on est sur une allocation pour chaque projet de chaque client. Donc je pense qu'on va encore plus loin dans la suitability. Mais le client lui-même nous demande jamais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi le contenu, est-ce que c'est adapté ? Parce que comme on est sur le projet des études,
le projet du changement de voiture, ben, c'est très concret dans la tête des gens et ils comprennent où on veut en venir, où on va. Et donc, moi, ça me plaît parce que la partie qu'on préfère hein, dans notre métier, c'est effectivement, comme on l'entendait tout à l'heure, au final, d'aider les gens. Et je vais peut-être être un petit peu surprenant, mais nous, on pense que l'humain a toute sa place dans une relation de client. Le robot ne va pas tout automatiser. Mais par contre, il faut éliminer du processus l'humain là où il ne sert à rien. Tout ce qui est opérationnel, tout ce qui peut apporter de l'erreur humaine ou des biais cognitifs, il faut absolument éliminer l'humain de cette partie-là pour que le conseil et la relation client servent vraiment à être à l'écoute du client, à comprendre dans le détail ses besoins, ou tout simplement, hein, parfois des clients nous appellent pour leur raconter un peu leur vie. Ben, c'est très bien, parce que c'est cette fibre-là qui permet de comprendre encore plus et de fidéliser le client au final et d'avoir le sentiment de servir un vrai besoin. Voilà. Merci Guillaume. Je reste dans les cas d'usage et je demande à Marc, tu peux un peu élaborer là-dessus et surtout sur deux aspects. Est-ce que tu penses qu'ils sont exportables au Maroc, par exemple, et Hassan Boubrik a parlé hier d'une peur du cross-border, qui est réglementé comment, quelle réglementation est applicable et comment, voilà. J'ai pas de chance avec des micros. Oui, les technologies sont exportables et même immédiatement. Je vous invite à tester une application qui est une application de démonstration qui s'appelle Photoproof, qui est sur l'App Store. Voilà, vous voyez, je vous prends en photo. La photo est directement comme une vraie photo. Elle est traitée, elle est signée, horodatée, géolocalisée et elle est blockchainée en temps réel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, vous êtes tous inscrits sur la blockchain. Donc voilà, vous êtes tous blockchainés. Voilà. Donc c'est une application simple, mais c'est une application qui a beaucoup de, qui peut être utilisée directement chez vous. Pourquoi ? Dans les cas de dégâts des eaux, vous avez envie d'avoir votre assuré qui vous signale un dégât des eaux à la maison. Comme il est géolocalisé, vous allez pouvoir prendre la photo, le transférer à votre assureur, et comme il a confiance en vous, il pourra directement vous régler rapidement. Vous pouvez avoir un constat, vous louez une voiture, vous avez eu un accrochage, vous prenez des photos et transférez directement. D'accord ? Donc vous avez un certain nombre d'utilisations d'applications que vous pouvez directement faire avec ce type d'application. C'est de l'opérationnel, donc immédiatement utilisable. C'est vraiment deux cas. Je donne la main à mon assuré, je donne les outils pour qu'il me remonte de l'information de terrain. Est-ce que c'est bien ? Vous avez acheté une montre à votre épouse il y a 2 ans. Si elle est volée, vous avez la preuve que cette montre-là était déjà dans sa possession. Vous avez donc fait une preuve de propriété. Cette photo, elle est inscrite sur la blockchain, elle est vérifiable. D'accord ? Voilà, donc c'est tout ce genre de choses, preuve d'action, preuve de propriété, un état des lieux lors d'une location, vous voyez, une preuve de travail. Et ça peut aller jusqu'à la preuve de consentement. D'accord ? Donc vous avez donné votre consentement. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je le rappelais tout à l'heure, sur l'autorisation de recueillir l'information directement le valable. Donc je donne le consentement et je valide. Et j'inscris directement sur la blockchain et c'est traçable, auditable. Donc ça, c'est la première partie. Nous avons la même chose côté on dirait back-office. Ça peut être les achats qui veulent mettre en place un workflow d'approbation. Vous savez, il faut souvent le N+1, le N+2, le N+3 qui doivent signer suivant les montants des achats. Ce genre de choses-là peut être mis en place directement par nos solutions. Enfin, vos solutions intégrant nos outils, notre boîte à outils. Et puis après, pour revenir à la question législation, aujourd'hui, la blockchain, la certification, la signature utilisant la blockchain est plus ou moins, acceptée dans différents pays. Il y a des États aux États-Unis où c'est valable. Il y a des États, il y a l'Estonie qui utilise la blockchain et c'est aussi valable. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas encore le fait. Donc, il faut absolument que l'on s'appuie sur les autorités de certification existantes et on prend un certificat pour associer, nos technologies avec la certification de la signature qualifiée, etc. On va pas, lutter contre le légal. On sait toujours qu'il faut mettre en place les solutions et après le légal décide. Donc aujourd'hui, on épouse les solutions de 2018 et on est prêt pour 2020 ou 2022 avec les solutions blockchain. Voilà, merci. Marc, je donne maintenant la parole à Amit qui a une question on va essayer de répondre à cette question collectivement. Amit ?
Voilà. On est beaucoup moins rapide que la technologie, vous voyez. Donc, pour se déplacer, il faut encore bouger, marcher, donc ça prend du temps. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de vous relayer les questions, parce qu'on a parlé à la fois assurance et ses répercussions, la technologie et ses répercussions sur l'assurance, mais très souvent dans l'esprit de l'assistance, on relie immédiatement cela à l'Afrique, au Maroc et à la situation des pays africains. Donc, très rapidement, est-ce que, une question qui revient par rapport à la régulation, est-ce que le robot advisor a été approuvé par un régulateur? Est-ce que cette phase d'approbation est nécessaire avant de le mettre à contribution? Puis, qui assume la responsabilité en cas de conflit, en cas de problème, en cas de mauvaise gestion d'un dossier, quand on a mis beaucoup d'intelligence artificielle dans un dossier? Et plus globalement, comment vous gérez les uns et les autres, comment on gère généralement le refus d'accorder, de céder ces données personnelles par des clients qui sont quand même contractuels. Voilà quelques-unes des plus parlantes de nos questions ce matin. Merci Amit, on va essayer. Je ne sais pas si je choisis des volontaires ou quelqu'un a une préférence. Merci pour cette question. Je peux commencer par le début. En tout cas, la partie RoboAdvisor et législation. Effectivement, pour faire du conseil, pour gérer ce mandat, il faut être habilité à le faire. Alors, je ne connais pas toute la réglementation, mais en tout cas, en France, on a plusieurs choix. En ce qui concerne l'assurance vie, on peut se limiter à deux statuts qui sont le statut de courtier en assurance, qui permet de distribuer cette assurance vie, et d'avoir le statut de CIF, de conseiller en investissement financier, qui permet de faire ce conseil dans le cadre de l'assurance vie. C'est le minimum, on va dire. On peut ensuite aller au-delà, notamment si on voulait proposer des solutions sur d'autres produits que l'assurance vie elle-même, par exemple sur des comptes titres ou autres. La loi d'ailleurs a récemment changé en janvier de cette année. Avant, il fallait être société de gestion pour aller plus loin. Parcours compris certains RoboAdvisor en France. La loi depuis janvier maintenant a séparé ce statut d'un nouveau statut qui s'appelle l'entreprise d'investissement ou EI, qui permet de gérer pour compte de tiers sur l'ensemble des produits qui existent, bancaires ou assurantiels en France. Donc bien évidemment, il faut passer par là. En l'occurrence, on a eu, en ce qui nous concerne avec Generali, un peu un parcours du combattant malgré tout pour adhérer à toutes ces normes, en direct pour avoir un statut et aussi par rapport au souhait de Generali sur le fait d'être en conformité par rapport au parcours de vente d'une assurance vie. Donc oui, bien entendu, il faut montrer patte blanche, si je peux dire, afin de proposer ce type de service. Juste un commentaire, il est évident que toutes ces innovations posent de véritables défis nouveaux aux régulateurs et je crois que un des maîtres mots qui doit s'appliquer dans les démarches avec vos propres régulateurs, c'est la transparence. Et la transparence, elle doit se faire à la fois sur les nouvelles méthodes que vous mettez en œuvre. On a l'exemple américain où les modélisations des risques doivent faire l'objet de dépôts auprès des régulateurs, en toute transparence et accessible d'ailleurs aux concurrents. Ça, je crois que c'est une démarche intéressante. Mais la démarche qui nous intéresse le plus de façon globale, c'est l'utilisation des données personnelles, qui est aujourd'hui évidemment de plus en plus encadrée, qui fait l'objet de scandales actuellement où on voit bien les dérives vers lesquelles on peut aller. Le consentement à l'utilisation des données est quelque chose de primordial. C'est un débat qui est presque philosophique parce qu'aujourd'hui, on accepte tous de donner un nombre d'informations absolument incalculable à des Apple ou à des Google sans vraiment comprendre les utilisations qu'ils vont en faire. On sait qu'il y a des choses passionnantes qui vont améliorer l'efficacité de nos process, qui vont améliorer la performance des produits, mais on sait aussi qu'il y a des risques derrière. Donc la transparence et le consentement sont pour moi des mots qui doivent nous guider dans nos efforts d'innovation au quotidien dans les produits d'assurance. Merci. Oui, je voulais juste rajouter sur tout ce qui est protection des données. Nous avons une demande avec un groupe d'assurance qui voulait, donc il y avait des questionnaires médicaux à mettre en place pour ces assurés.
Et l'intérêt des nouvelles technologies, c'est que vous pouvez, comment dire, mettre en place un questionnaire, protéger les données et ne répondre, comment dire, à l'assureur en disant oui, je suis en bonne santé. Donc on arrive à pseudonymiser les, comment dire, les données et à répondre, comment dire, par des questions à des questions. Est-ce qu'il est majeur? Oui, non. On ne donne pas la date de naissance, par exemple. Est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, non. S'il a quelque chose, on pourra dire non, on va être très très anonyme. On va anonymiser la donnée pour ne pas, comment dire, transférer, donc protéger les données du patient, de l'assuré. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les technos qui sont à disposition. Voilà. Pardon, je crois qu'il y avait juste une deuxième question au milieu à laquelle on n'a pas répondu. L'intelligence artificielle, si on en met trop, comment est-ce que l'humain gère? Je crois que c'était un peu ça l'esprit de la question. Je vais être bref parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il ne faut pas se tromper de combat en fait. L'intelligence artificielle, elle permet en réalité de faire mieux que l'humain sur beaucoup de choses. En ce qui nous concerne, l'allocation d'actifs, c'est pas quelque chose qu'on a inventé il y a 2 ans. Hein. Ça existe depuis des décennies. Il y a des tas de prix Nobel à la clé. Donc les outils et les méthodes pour allouer, pour faire une sélection d'actifs par rapport à une situation personnelle, en réalité, un automate le fait mieux parce qu'il n'a pas de biais cognitif. Encore une fois, chez nous, souscrire un contrat et le transmettre à Generali, ça prend 20 secondes. Et simplement parce qu'on considère qu'on a encore ce tricycle avec les roues sur le côté. On vérifie tout pour s'assurer qu'il y a 0 erreur. Mais ça pourrait nous prendre absolument 0 seconde à être automatisé. Mais par contre, on est capable de passer 1 heure de temps humain avec un client, un prospect qui voudrait être accompagné de façon plus humaine, en discutant de sa vie, en discutant de ce qui est important pour lui, pour venir nourrir ce conseil d'autant plus. Donc, l'intelligence artificielle, en tout cas, nous, comme on la conçoit, c'est augmenter l'humain, rendre le conseiller plus pertinent, lui faire gagner du temps, éliminer toutes les erreurs humaines et les biais cognitifs qui peuvent exister. C'est comme ça qu'on imagine l'avenir et le mélange homme-machine. Merci Guillaume. Je reçois des signes, je pense on arrive vers la fin de notre panel. Je suis quand même rappelé d'appeler au vote. Je pense la question va... quelles doivent être les priorités en matière de transformation digitale? Vous avez 5 réponses. Je dois à peu près laisser 2 minutes avant qu'il traite les questions. Mais entre-temps, je pose une petite dernière question à Philippe ou aux autres. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on sait ce que l'homme veut, on sait ce que nos clients veulent? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on capte la bonne chose? Et est-ce qu'on sait, ou est-ce que le client sait ce qu'il veut lui-même? Parce que c'est ça, toujours la base de ça. Quelle est cette relation? Mais chacun, moins de 40 secondes pour répondre. Merci. Effectivement, on se trompe toujours quand on croit savoir ce que veut le client. En ce qui concerne InCube, on a décidé de tout oublier. Parce que vous voyez, j'ai un peu les tempes grises, donc j'ai passé l'essentiel de ma carrière à des postes de direction dans les compagnies d'assurance ou les services financiers. Et on a accepté de tout remettre à plat et de repartir du parcours client et de remplir les briques de la chaîne de la valeur avec certains de nos partenaires, dont les robo-advisors. Mais notre parcours client ne ressemble pas du tout à une approche par l'allocation d'actifs à laquelle on va rajouter des interfaces pour finalement accéder au client. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché de notre client, qu'on lui rend la maîtrise du pilotage de son épargne et pas en repartant de nos métiers de base. Marc, très vite. Oh. Nous, comment dire, le client, on essaye de lui redonner de la valeur, donc de régénérer de la confiance. Donc les outils sont là pour que tout ce qu'ils transmettent soit qualifié, certifié et que l'utilisateur, le destinataire puisse vérifier et avoir confiance dans tout ce qui est transmis. Voilà, je crois que... Évidemment, nous, on est on appelle des membres chez Blablacar et est au cœur de nos préoccupations. Et en ces temps de grève en France, on est particulièrement attentif à ses besoins et apporter toutes les solutions pour lui permettre d'être en continuité de mobilité. Donc oui, au cœur du sujet. Écoutez, je pense que c'est effectivement le cœur de ce qu'on fait. Tout part du besoin client. On en est à la 14e version de notre parcours client. Parce qu'on essaye vraiment de partir à chaque fois de leurs souhaits. Je vous invite à aller voir, c'est anonyme sur nalo.fr, il y a un petit parcours de 3 minutes chrono. C'est important en fait, toujours de partir de la vie des gens. Et on ne parle pas de produits, on ne parle pas de risques, je le répète.
C'est toujours de demander au client de parler de soi-même, de parler de ses projets. En fait, je dirais que Nalo, c'est un pont invisible entre la vie des gens et la sphère de l'assurance et des produits d'investissement. C'est vraiment ça notre métier, d'arriver à traduire des besoins en service à la personne. Merci Guillaume. Je pense que je ne vais pas commenter les graphiques qui sont assez parlants. Dans l'esprit de notre discussion et de toute la matinée, je remercie d'abord nos clients, le public. Sans vous, on ne serait pas là. Après, je remercie beaucoup tous les intervenants. J'ai personnellement appris énormément de choses ce matin. On a fait un voyage extraordinaire. Je remercie beaucoup l'organisateur, Bachir. Vraiment top. Et merci à tous. Et je pense on a accompli notre mission ici. J'espère, si vous avez encore des questions, les gens sont là. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous.